Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Cette semaine a été marquée en Algérie par la relaxe de Walid Nqish. Nous sommes heureux pour lui, sa famille et ses proches. Cependant, derrière cette joie, l'horreur fut révélée. En effet, Walid Nqish nous a informé qu'il a été torturé et violenté. C'est un crime d'une extrême gravité qui ne peut pas rester impuni. Il y va de l'honneur de tous les Algériens. On ne peut pas banaliser la torture, le viol et tous les sévices que subissent nos compatriotes incarcérés. C'est un crime commun contre tous les Algériens et les responsables de cette forfaiture doivent rendre des comptes, du simple exécutant au plus haut responsable politique. Ils doivent payer, quel que soit le degré de responsabilité. C'est une honte pour la justice, ses fonctionnaires et pour l'image du pays tout entier. À travers les déclarations de Walid Nqish, c'est les pratiques fascistes inhumaines qui sont mises en évidence, actant de facto que l'exercice du pouvoir par la junte militaire ne s'est jamais embarrassé d'aucun scrupule et toujours fonctionné à l'extérieur du cadre de l'état de droit. Cela doit impérativement cesser. Monsieur Tebboune boucle son troisième mois d'absence à la tête de l'État. Cette absence paralyse le pays et fait subir des dommages considérables. En effet, il est dans la droite ligne de son prédécesseur qui a bloqué la machine institutionnelle. Par ailleurs, M. Bouteflika, absent de la scène politique depuis 2013, qui a été cautionné par le commandement militaire, a occasionné d'énormes dégâts sur la vie politique du pays, occasionnant des dysfonctionnements dont nous payons aujourd'hui la facture. En effet, les mêmes ingrédients sont réunis. Un pouvoir désincarné, un Premier ministre absent, manquant visiblement d'autorité, des ministres devenus muets. Voilà d'un point de vue formel ce à quoi est réduit le peuple algérien. Subir les conséquences de l'irresponsabilité politique du commandement militaire à l'origine de la crise majeure que nous subissons. La différence avec la période de M. Bouteflika, c'est que ce dernier bénéficiait d'appareils politiques, les FLN, le RND, le TEJ, le MPA, entièrement dédiés à sa survie. Aujourd'hui, M. Tebboune est seul, isolé politiquement, sans assise populaire, sans société civile. Ce vide politique a changé l'équation, car au jour d'aujourd'hui, les deux seuls protagonistes de la vie publique et politique se résument à un rapport de force entre le commandement militaire et le peuple. C'est dans ce périmètre que se jouera l'avenir du pays. La dégradation s'aggrave dans tous les domaines de la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens, sans aucune perspective crédible de sortie de crise ne soit proposée. Le système est totalement bloqué et déboussolé, car ne pouvons offrir aucune perspective crédible. Il a une seule préoccupation, casser le Hirak qui constitue une menace sérieuse pour lui et réduire la vie politique à une interminable pièce de théâtre dont il écrit le scénario, choisit les comédiens, leur distribue les rôles et les dirige dans leurs interprétations. Le retour du Hirak à l'occasion de son deuxième anniversaire est d'une importance capitale. Il doit être l'expression et la démonstration de sa ténacité, de sa détermination et de puissance. Ce deuxième anniversaire se déroule dans un environnement difficile. À la crise sanitaire s'est joint la crise économique qui actuellement met une grande partie de notre peuple dans la précarité. Ces développements dangereux mettent en danger la sécurité du pays. Il ne faudra pas invoquer une quelconque main étrangère si des dérapages surviennent. C'est plutôt l'incompétence, le manque de vision politique et votre désir immodéré de pouvoir qui seraient les inducteurs d'une explosion sociale inévitable. Seules les satisfactions légitimes du peuple algérien, à savoir une transition politique ordonnée, responsable, pourraient rendre l'espoir à cette jeunesse avide de liberté et de démocratie.
Rétro-info de la semaine. Comme d'habitude, chaque samedi, on essaiera de revenir sur les thèmes qui ont marqué donc l'actualité algérienne cette semaine. Et on va commencer, donc on aura comme thème dans cette émission violence et viol contre Walid Nqish, les révélations donc qui ont mis à nu, si on peut dire, la justice en Algérie. Où est la justice? Et le deuxième volet de notre émission parlera bien sûr de l'absence de Tebboune. L'absence de Tebboune qui coïncide presque 3 mois d'absence, plus que l'absence de Bouteflika. Les enjeux de cette absence, bien sûr, les manœuvres du régime dans un contexte politique très difficile, social et aussi géopolitique. Le troisième volet, on parlera bien sûr des appels du Hirak. Le retour du Hirak est-il éminent, sachant qu'on s'approche donc de cette deuxième anniversaire depuis le début du Hirak, donc le 22 février 2019. Il y a eu aussi des appels pour sortir en force le 16-2 à Khenchela, à Kharrata et le 19 à Khenchela, mais aussi sans oublier les appels qui ont été faits par la diaspora algérienne en Europe pour une grande marche le 21 février, qui coïncide bien sûr avec un dimanche. On essaiera de revenir sur toutes ces questions. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission professeur Smaïl Lalmas, économiste, analyste politique, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. On me dit que Smaïl Lalmas est avec nous. Professeur Smaïl Lalmas, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ahlan, bonsoir tout le monde. Azul Fillaoun, salam alaikum. Alaikum salam, Azul Fillak. Yatik saha, marhaba bik. On aura aussi dans cette émission Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui sera avec nous depuis Alger. Cheikh Ali Belhadj, vice-président des FIS, qui sera avec nous aussi dans cette émission. Depuis Alger aussi. Chérif Lounès, universitaire, acteur associatif, qui sera avec nous depuis Aix-en-Provence, je pense, et aussi Maître Belkacem Naït Saleh, avocat et activiste des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Oran. Sans tarder, professeur Smaïl Lalmas, merci encore une fois d'être avec nous. Si on revient un peu, je sais que vous n'aurez pas beaucoup de temps, j'aurais aimé que vous soyez avec nous pendant toute l'émission. Mais on va essayer donc de faire vite sur les déclarations, bien sûr, de Walid Nqish, qui ont choqué presque tous les Algériens, mais aussi, c'est des déclarations qui ont mis à nu, si on peut dire, la justice en Algérie. Le rôle de la justice, où est la justice? Il y a eu des dépassements, il y a eu des déclarations, mais aller dire qu'il y a eu atteinte, viol même contre des personnes, cela vraiment nous interpelle, Smaïl Lalmas. Assalamu alaikum. Écoutez, je dois vous remercier de m'avoir donné l'occasion de parler sur 3 thèmes explosifs. 3 thèmes d'actualité, 3 thèmes très importants, à savoir l'affaire Walid Nqish, le jeune étudiant, l'absence de M. Tebboune et aussi l'appel au retour du Hirak. Si on prend le premier thème, je dois tout d'abord dire que on doit d'abord dénoncer toute forme de violence et de torture inhumaine en Algérie. Le cas de Walid Nqish, un étudiant de 25 ans qui a été arrêté le 26 novembre 2020 lors d'une manifestation de la révolution pacifique ou le Hirak. Il a été arrêté et disparu pour être retrouvé par hasard en janvier 2021 par une avocate alertée par un détenu. Et si on se réfère au récit de l'avocate, qu'il l'a trouvé dans un état lamentable et complètement absent, terrifié, dans une situation dramatique. Un jeune étudiant qui a subi tous ces sévices, qui a subi toute cette torture, toutes ces atrocités. D'ailleurs, je salue son courage parce que son témoignage et ses témoignages vont permettre d'alerter l'opinion nationale et même internationale, puisque l'affaire a pris une dimension internationale. J'ai vu sur des chaînes étrangères parler de ce sujet. Donc, ces témoignages vont permettre, je l'espère, d'alerter tout le monde pour essayer d'arrêter complètement ce genre de dépassement inhumain dans notre pays. Ce
le silence serait une trahison. Le silence serait une trahison. On ne peut pas se taire face à ce genre de dépassement. Vous savez, il y a quelques années, si on m'avait parlé de cela, enfin, on a souvent évoqué les cas de torture en Algérie, mais je me suis interdit à chaque fois de croire qu'en Algérie, ce genre de pratique existait. Je me suis toujours interdit de croire que dans un pays dont le peuple, pendant l'occupation, a subi les graves, toutes les atrocités que peut imaginer un expert en torture, puisse aujourd'hui, une fois l'Algérie indépendante, se retrouver dans des cas pareils et croiser des cas pareils et parler encore de cas de torture. Un peuple qui a subi les atrocités dans le colonialisme. Comment accepter ce genre de pratique chez nous, en Algérie? C'est inimaginable. Et je n'arrive pas à encore admettre ce genre de scandale. Et il faut aussi vous rappeler que c'est un autre scandale qui s'ajoute aux différents scandales que nous avons connus, que le régime a connu. Je vous rappelle que c'est un scandale qui vient après le scandale des affaires de corruption qui a touché toutes les sphères du pouvoir. C'est un scandale qui vient après les scandaleuses affaires le trafic de drogue. C'est un scandale qui vient après tous les épisodes à Tazouir, de falsification, etc., falsification de l'histoire, des élections, des projets de société, des statistiques, etc. Donc, encore une autre médaille à rajouter, au pouvoir algérien qui innove pour constamment exceller dans la médiocrité et dans la barbarie. Très bien. Smaïl Lalmas, on va essayer juste d'écouter donc l'étudiant Walid Nqish, qu'est-ce qu'il a déclaré juste à la sortie, bien sûr, de la prison. On l'écoute et je reviens. pour vous, pour tous les avocats. سلام غنكمل المسيره الطلابيه ياك كل لي ستوديون وان شاء الله نسحب سياره ونطري فيفا لاجيري و تراجعوا بالك البراءه انا شومي شهور باترون مال معليش اش غادي اولا نقال اولا نقال غادينا ولا السماح ولا شان ولا السماح ولا Professeur Smaïl Lalmas, Walid Nqish appelle donc à la continuité des marches estudiantines, des étudiants. Bien sûr, il dit qu'il ne faut pas s'arrêter. On voit bien sûr la détermination des jeunes, de cette jeunesse, à aller jusqu'au bout donc, de cette révolution. Vous savez, ça se comprend. Écoutez, premièrement, la révolution ne s'est pas arrêtée. Il y a eu suspension des marches de façon temporaire pour essayer suite au Covid, comme tout le monde le sait. Mais sinon, la révolution n'a pas encore atteint ses objectifs. Et l'objectif principal, c'est le départ de ce régime pour nous donner pour pouvoir justement construire un état de droit. Donc, pour le moment, les objectifs tracés lors de cette révolution ne sont pas atteints. Et aujourd'hui, je crois qu'avec un régime pareil, avec un régime qui n'arrive pas à trouver des solutions aux différentes crises que nous subissons, avec un régime qui n'arrive pas, qui ne donne pas de réponse suite à toutes les revendications du peuple, eh bien, il est clair que le peuple une bonne partie du peuple ne va pas s'arrêter et ces étudiants sont déterminés à aller plus loin, à aller jusqu'au bout pour justement atteindre les objectifs tracés par cette révolution. Donc, cette deuxième année d'Al-Hirak s'annonce dans une situation un peu critique, du moment que vous savez que l'Algérie est traversée par une multitude de crises, notamment la crise politique qui s'accentue avec absence de réponse aux sollicitations du peuple, aux revendications du peuple. La crise économique, justement, qui perdure et qui s'aggrave, notamment avec l'absence de solutions ou le manque d'imagination pour essayer d'absorber, d'accompagner et essayer d'absorber cette crise.
Nous avons le Front social en ébullition avec le pouvoir d'achat qui est bien touché, hein, qui s'est aggravé avec la situation du Covid et la crise économique mondiale, notamment avec les milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, les milliers d'entreprises qui ont perdu leur emploi, les outils pour trouver, les outils qui font défaut au pouvoir pour trouver des solutions. Donc, la deuxième année s'annonce dans une situation dramatique, mais je pense que cela renforce les convictions des uns et des autres, et notamment nos étudiants et la jeunesse, pour aller jusqu'au bout, hein, pour sortir et pour reprendre les marches qui, apparemment, tout le monde est d'accord pour la reprise des marches. On voit ici et là toutes les déclarations des uns et des autres pour reprendre les marches à dos. Et il faut comprendre que les marches, ce ne sont que un des outils parmi tant d'autres de cette révolution. Donc, je salue la détermination de nos étudiants, je salue la détermination de notre jeunesse et je salue la détermination de la majorité des millions d'Algériennes et d'Algériens qui vont dans cette direction pour apporter les changements nécessaires qui vont permettre de sauver notre pays. Très bien. Restez avec nous, professeur Smaïl Lalmas. On va essayer, bien sûr, de vous donner la parole par rapport à l'absence de Tebboune et dans un contexte, vous l'avez aussi dit, contexte très difficile, social, économique et géopolitique, mais aussi les appels au retour du Hirak. J'ai le plaisir d'avoir avec moi dans cette émission aussi Cherif Lounès, universitaire, et je pense qu'on a aussi Belkacem Naït Saleh, qui est avocat et activiste et défenseur des droits de l'homme. Cherif Lounès, merci d'avoir accepté l'invitation, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est la première fois que vous intervenez sur notre chaîne. Je vous remercie. Vous êtes universitaire, acteur associatif et vous vivez en France. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Cherif Lounès, je pense qu'on a un petit problème de téléphone avec Cherif Lounès. On va donner la parole à Maître Belkacem Naït Saleh. Maître Belkacem Naït Saleh, مرحبا بك, merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك, merci à vous, à l'ensemble des intervenants. Merci. Belkacem Naït Saleh, qu'est-ce qui se passe donc dans cette justice qui a été bien sûr montrée du doigt plusieurs fois et des dépassements, cette affaire bien sûr de violence et de viol contre Walid Nqish, qui l'a fait donc des déclarations qui ont choqué tous les Algériens. Aucune enquête n'a été ouverte. Qu'est-ce que vous pensez, Maître Belkacem Naït Saleh? Tout d'abord, moi, j'étais horrifié, j'étais indigné et sidéré d'entendre le récit de cette victime, une autre victime qui s'allonge. Or, à des milliers de victimes, d'Algériens victimes de l'humanité, d'un système qui a érigé la répression comme moyen de réponse. La justice, elle n'est pas indépendante. Il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas aussi essayer de donner à cette justice la dimension. La justice en Algérie, elle est inexistante. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas au service du peuple. C'est un moyen de répression qui est utilisé. Le peuple, quand il est sorti le 22 février, il demande un changement du système politique, un changement profond, un changement radical, un changement de la gestion des sociétés. Alors, depuis 1962 à ce jour, on a géré la société algérienne d'une manière répressive. Maintenant, nous sommes en train de voir, d'entendre, alors que nous savons à un moment donné, et peut-être naïvement, que après 250 000 morts, après une décennie noire, après des catastrophes humaines, des désastres, des orphelins, des veuves, on avait cru qu'on pouvait à un moment donné changer et mettre un terme à des pratiques. Voilà qu'on revient à des pratiques, parce qu'on ne veut pas que ce peuple-là puisse avoir son autodétermination. On veut toujours mettre ce peuple sous tutelle, en utilisant la répression comme moyen contre la volonté du peuple. Alors, la question de la justice, moi je vous dirais qu'elle est inexistante. Si la justice existait, alors ces gens-là, ces institutions, ces gens-là doivent rendre compte. Et la justice en Algérie, elle est indépendante. Elle n'est pas là pour préserver les droits
et protéger les libertés. Elle est là pour réprimer, elle est là pour sauvegarder des intérêts, elle est là pour protéger des intérêts, des privilèges, de grâce. Quand j'entends des récits pareils, je dis que ce peuple-là, cet État-là, l'État algérien, qui est totalement différent du système politique, a reçu un coup de poignard, un autre coup de poignard. Alors les scandales dans ce pays-là, ça suffit. On est en train de reproduire les mêmes schémas, on est en train de reproduire les mêmes pratiques, on est en train de reproduire la même répression avec en essayant de justifier l'injustifiable. Moralement, c'est injustifiable. C'est une honte pour le système politique. C'est une honte. Je le dis haut et fort. C'est une honte pour la dignité humaine. C'est une honte. On a poignardé ce peuple plusieurs fois et voilà qu'on lui ajoute dans sa dignité. Elle gagnera en quoi? Ce système politique gagnera en quoi quand on porte atteinte à la dignité d'un homme, quand on porte atteinte à la dignité d'un jeune. Alors pour ça, personnellement, c'est exceptionnel, c'est l'avenir de ce pays-là. Sensationnel, l'Algérie n'existera pas. Très bien, reste avec nous, Maître Belkacem Naït Saleh. Chérif Lounès, est-ce qu'il est avec nous? Chérif Lounès? Oui, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, alaikum salam. Merci Chérif Lounès d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes universitaire, acteur associatif et vous vivez en France en ce moment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez entendu Maître Belkacem Naït Saleh, professeur Ismaïl Almas, parler donc de l'état, si on peut dire, du secteur de la justice en Algérie. Quand on entend Maître Belkacem Naït Saleh, qui est avocat et qui parle, qui dit qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Les déclarations de Walid Nqish qui sont choquantes et qui nous démontrent à quel point cette justice est allée donc loin dans ces pratiques injustes. Oui, alors je vous remercie déjà de m'avoir invité pour le débat. La liberté d'expression, elle est importante pour tout le monde et je pense que c'est ce genre d'échanges qui vont permettre un avenir meilleur à l'Algérie avec l'apport des compétences et du savoir des uns et des autres. Et je voulais quand même faire une parenthèse. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'Algérie par rapport à vos autres invités parce que je ne vis pas sur place. Voilà. Donc moi, j'ai mes racines là-bas, effectivement. Mais je suis un enfant qui a toujours vécu en France et grandi en France et fait ses études en France. Et donc, j'ai été éloigné, peut-être préservé des dérives politiques post-indépendance en Algérie et qui ont mené donc ce pays à la situation terrible que l'on connaît aujourd'hui. Je voulais quand même faire aussi une autre parenthèse, c'est qu'actuellement en France, on parle d'un rapport d'un historien d'Algérie, il s'appelle Benjamin Stora, qui est de Constantine, et qui a fait un rapport qu'il a remis à M. Macron, le président de la République, sur le colonialisme et la guerre d'Algérie. Et la question de la torture se pose dans les médias français parce qu'il y a un problème de reconnaissance et peut-être pas de repentance, mais au moins de reconnaissance de ces pratiques qui ont été quand même, qui ont marqué l'Algérie durant cette guerre de 7-8 ans. Et nous sommes consternés, effectivement, d'apprendre que cette torture se pratique à Alger toujours aujourd'hui, depuis cette bataille d'Alger jusqu'à aujourd'hui, et c'est vraiment effrayant. Et bon, c'est vrai qu'on a eu aussi d'autres témoignages depuis le début du Hirak, de ces jeunes femmes qui avaient été arrêtées et aussi outragées. Et je parle aussi de l'époque du soulèvement d'octobre 88. On a eu aussi des tortures terribles. Et on a eu aussi à l'époque des témoignages de jeunes qui ont été torturés là où leurs parents avaient été torturés par les parents. Bon, voilà. Donc ça veut dire que l'Algérie est toujours dans ce conflit, dans ces abus, dans cette terreur, parce que c'est une terreur quand on viole un détenu, quand on le violente et qu'on le viole, c'est vraiment c'est la monstruosité la plus forte. Et on n'arrive pas à comprendre comment cette indépendance, ce pays, même s'il a été usurpé en 62 par un pouvoir, par un clan, a créé des monstres pareils.
c'est pas possible qu'on puisse avoir aujourd'hui cette désolation. Parce qu'il faut se mettre à la place de ce jeune qui, en principe, vit dans un pays qui doit lui donner un avenir, qui doit lui donner cette liberté, ce plaisir de vivre. Et il vit tout ce qui est affreux, tout ce qui est abominable. Et là, c'est vrai, moi je vous dis, en France, ça va être utilisé parce qu'on va dire comment vous voulez faire reconnaître des crimes coloniaux quand l'Algérie elle-même pratique toutes ces violations des droits de l'homme. Et je partage la douleur de ce jeune, de sa famille, de toute cette jeunesse algérienne qui, au lieu d'être construite, elle est détruite. Et nous, ici en France, effectivement, nous sommes même puissants. On peut juste faire des manifestations, protester, écrire, mais comment empêcher que ce pays continue dans cette dérive? Voilà, nous souhaitons tous ici que l'avenir de l'Algérie soit le plus libre possible, que les gens puissent vivre en toute sécurité, qu'il y ait une véritable justice. Et j'espère que ceux qui ont commis ces actes-là, malheureusement, ils sont très nombreux. Je ne sais pas si la justice algérienne va pouvoir faire front à toute cette masse d'abus qui se pratiquent dans toutes les villes. Là, on a eu un cas concret d'une personne qui a eu ce courage de parler, de dire dans quelles conditions il a été détenu, violenté et violé. Et moi, je pense aussi que la justice algérienne doit s'exprimer, doit se dire si elle peut poursuivre les coupables ou pas. Et il faut remettre en cause aussi cette situation-là juridique en Algérie où il y a quand même énormément d'abus concernant les droits des citoyens, le droit à manifester, le droit à s'exprimer. Et je pense que les ligues des droits de l'homme en Algérie vont poursuivre ce combat parce que nous avons un cas concret. Et ici, nous, en France, on peut donner de l'écho, bien entendu, parce que personne ne peut accepter une telle abomination. Très bien. Restez avec nous, Cherif Lounès. Je vais revenir à vous, professeur Smaïl Lalmas. Comment arrêter donc la dérive de notre pays? Donc c'est poser la question, Cherif Lounès. L'absence de Tebboune, notre deuxième sujet de cette émission, son absence qui bat le record, Smaïl Lalmas. On parle de presque 3 mois qui dépasse bat le record même de Bouteflika. Dans le contexte social très difficile, on a vu des manifestations dans plusieurs villes par rapport donc au chômage, par rapport à la situation économique que vit notre peuple. Dans ce contexte très difficile, est-ce que vous pensez que l'absence de Tebboune est là, bien sûr, si on parle d'information, aucune information. Donc le retour de Tebboune, c'était le 10 janvier dernier, et jusqu'à maintenant, aucune information n'a filtré par rapport à sa situation, de son état de santé, quand est-ce qu'il va revenir en Algérie, alors qu'il l'avait déclaré avant son départ, le deuxième départ, donc dans son retour en Allemagne, que ça va prendre une petite intervention sur son pied, que ça va prendre quelques jours. Votre lecture, professeur Smaïl? Oui, je fais un petit retour sur l'affaire Nkish Walid pour le saluer, باش نحييو سي وليد ونحييو كل العائله نتاعو. Je salue son courage, نحييو الشجاعه نتاعو. Ce courage-là va peut-être éviter que d'autres jeunes comme lui subissent ce que Walid a subi. Donc تحياتي له لوليد نقيش وتحياتي لكل العائله الكريمه نتاعو. Voilà. Maintenant, si je reviens sur l'absence de M. Tebboune, vous savez, je l'ai souvent dit que c'est un scénario déjà connu, déjà vécu, donc on n'est pas ce n'est pas un scénario innovant, donc c'est connu. Non, effectivement, 10 jours après son retour d'Allemagne, d'un long séjour, il repart pour d'autres soins, et il nous avait dit que c'était pour un court séjour, mais là, ça fait depuis 10 janvier qu'il n'est plus là, qu'il est absent, sans aucune information. Alors qu'on a vu ailleurs les chefs d'État, quand ils s'absentent 48 heures, ils annoncent cette absence, ils expliquent cette absence, ils parlent au peuple, ils communiquent avec ce peuple-là, avec beaucoup de considération, ils donnent les explications sur l'absence du chef de l'État. Mais chez nous,
chez nous aucune information. Je crois qu'on devrait saluer peut-être le secret, l'équipe qui entoure Siteboun, par le secret ADA qui en tous les cas, on n'a aucune information qui est filtrée sur sa présence en Algérie ou là où on ne sait pas où il est au juste. Maintenant, mais ce qu'il y a, c'est que ce départ survient sur fond de crise. L'Algérie subit une multitude de crises. Dans la crise, dans le front social qui est en ébullition. Il faut comprendre qu'il y a une situation explosive sur le front social. Et l'absence de Tebboune, bon, vous allez me dire que ça ne va pas changer, sa présence ou son absence ne vont pas changer grand-chose, mais il faut se rappeler que le 10 janvier, lorsqu'il avait dit 2 mois avant son départ, oui, il avait parlé et lancé une petite banque concernant le gouvernement. Mais vous savez ce que c'est que la part du premier manager qui est censé lui-même avoir désigné ou là le choix dans le gouvernement est censé être le fruit de son choix. Donc là, il discrédite totalement et complètement le gouvernement. Et ce qui fait que vous avez droit à un gouvernement complètement démobilisé par les propos du premier manager, sans pour autant trouver des solutions, ou trouver une solution pour corriger cette défaillance avant de partir. Donc, il aurait dû déjà prendre ses dispositions et trouver des solutions et changer peut-être le gouvernement avant son départ. Quoique, vous savez qu'aujourd'hui, l'Algérie a connu un record en termes de nombre de gouvernements, mais sans pour autant apporter des solutions concrètes sur la situation, sur la situation économique, sociale, politique, etc. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que son absence aussi va aggraver la situation des dossiers qui sont déjà en souffrance. Il y a énormément de dossiers en souffrance. Et il y a aussi énormément de blocages, surtout quand on parle d'un régime ultra-présidentiel. Donc tous les pouvoirs sont détenus, sont entre les mains du chef, du premier manager du pays. Donc les conseils des ministres sont bloqués, les conseils de sécurité sont bloqués, malgré toutes les manœuvres qu'il y a au niveau de nos frontières. Il n'y a pas de décision, les gens ont peur de signer, de prendre les décisions, les nominations sont bloquées. Et donc c'est toute l'Algérie qui est mobilisée, qui est immobilisée, qui est à l'arrêt, qui est en stagnation, et on attend des solutions concrètes pour essayer de sortir ce pays-là de cette situation dramatique. نعم ولكن يعني Professeur Ismaël Lalmaz, quand on voit, vous avez parlé bien sûr des difficultés, le contexte qui est très difficile, que vivent les Algériens, qui a été bien sûr empiré par la situation sanitaire. Quand on voit un Rezig qui parle et qui dit je vous ai promis qu'en une semaine, on va régler donc la situation Al-Halib. ووعدتكم أسبوع يكون عندي نظام معلوماتي يتتبع الحليب المدعم. الحمد لله تحقق ذلك والآن الوزارة تعرف مساره من ألف إلى ياء وبدأنا الآن التصحيح واقتراح التعديلات والتصويبات والمنجل بدأ العمل. سوف نعالج نهائيا هذه المشكلة ولن نجاريها كما وعدتكم. يعني là on se demande vraiment à qui on a affaire. On parle d'un ministre du commerce qui nous parle encore des difficultés du sachet Al-Halib. Comment peut-on faire confiance à un gouvernement pareil, à des ministres pareils, un président qui est absent, qui n'est pas là, face à un contexte très difficile que vit notre pays. Le pays, il est livré à lui-même. Le peuple algérien est livré à lui-même. Vous savez, je n'aimerais pas cibler une personne ou là, un ministre là, parce qu'ils sont tous pareils. Donc, Ouahad, il parle de lait, l'autre, il parle de voiture. Il a concentré tout un ministère de l'industrie qui parle uniquement de voitures de moins de 3 ans, de moins de 5 ans, je ne sais pas quoi. Une autre, la ministre de la Culture qui dit que la femme qui ne sait pas rouler le couscous, ce n'est pas une Algérienne. Là, donc, vous savez, c'est pas les propos ados ne sont pas nouveaux. Même leur Premier ministre qui parlait
de taxis aériens. L'Algérie va concevoir ou va recevoir ou va fabriquer des taxis aériens. Il ne faut pas oublier, il y a quelques mois. Donc, le donc, tu commences qu'on va inonder les marchés mondiaux par le produit algérien. De l'autre côté, il y a le halib. Donc, écoutez, moi j'ai toujours dit que il y a le problème de l'Algérie, ce n'est pas les ministres. Le problème, les Djabhoum, celui qui a ramené ces gens-là, c'est le système qui doit partir. Parce que le système ADAC, il va vous ramener qui? Il va ramener des gens qui rentrent dans son moule. Donc, il ne peut pas sortir de cette réalité. Et du coup, il nous ramène ce genre de phénomène qu'on a connu par le passé. Hein. Il faut pas se focaliser sur le gouvernement Hada. C'est vrai que c'est un gouvernement historiquement médiocre, mais ce qu'il y a, c'est que les anciens gouvernements, hein, mis à part peut-être 3 ou 4 ministres, tous les autres sont bons, c'est des clones, hein, c'est le même moule. Donc, il ne faut pas s'attarder sur ça. Moi, je n'accorde plus beaucoup de crédit aux déclarations de ces responsables. Et le problème à la caisse, parce que la caisse des retraites, le problème est dû parce que les Algériens ne meurent pas trop tôt. Il faudrait qu'ils crèvent au cul pour régler le problème à la caisse des retraites. Vous voyez un peu le haqda. Donc, il ne faut pas s'étonner des déclarations de Nassadou. Moi, je dis qu'il faut y aller en profondeur. Et j'ai appris comme ça, j'ai appris à faire des diagnostics, et le diagnostic pour moi c'est creuser en profondeur et aller vers le pourquoi du pourquoi. Donc là, il faut aller vers le pourquoi de la situation et le pourquoi du pourquoi de la situation. Et moi je dis que c'est un régime qui doit partir parce qu'il n'a pas d'autres options, c'est un régime qui doit partir parce qu'il n'est pas apte à choisir des éléments qui sont capables de sortir l'Algérie de la crise, parce que la mission de ce régime n'est pas de développer l'Algérie. La mission de ce régime est complètement différente de cette optique. La mission de ce régime est de s'asseoir et de rester à la tête de ce pays et de s'entourer d'une bonne clientèle à qui on donne des faveurs pour essayer de s'enrichir et de les domestiquer pour pouvoir justement permettre à ce pouvoir de se maintenir. Tout simplement. Donc, il n'est pas là pour développer le pays. Donc, il ne faut pas s'étonner des déclarations de ces ministres. C'est pour ça que je dis, le régime, s'il reste, alors il y a Karita. Moi, je vais dire encore plus, c'est pas pour être un alarmiste, parce que comme ça, il faut que Moutachaim, l'Almas Moutachaim, et ça fait 6 ans que je parle de ça. Je vais y aller plus loin. Si vous revoyez toutes mes interventions depuis 6 ans, vous allez avoir l'impression qu'on parle d'un même gouvernement pour une seule période. Parce que toutes les périodes se ressemblent, tous les gouvernements se ressemblent, et la majorité des ministres se ressemblent. Les déclarations termes sont les mêmes, sont identiques. Donc, il n'y a rien de changé. Absolument rien de changé. Donc, même le régime, il est tellement médiocre qu'il n'arrive pas à trouver des petites solutions pour donner semblant qu'il y a une petite différence dans ce pays. Donc, il n'y a rien de changé, il n'y a rien de différent. Tout est stagné depuis toujours, depuis des décennies. Très bien. Très bien. Restez avec nous, professeur Smaïl Almas. Je pense qu'on a été rejoint par Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, bonsoir. Salam alaikum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Non, je pense qu'on a... Non, on l'a perdu, on me dit. On l'a perdu. Chérif Lounès, sur la situation politique de notre pays, c'est vrai que vous vivez en France, mais vous suivez de près aussi ce qui se passe en Algérie, l'absence de Tebboune, cette crise que vit notre pays, qui est bien sûr politique. Je pense Chérif Lounès, si vous me permettez, je vais revenir à vous. On a un petit souci de connexion avec Karim Tabou. On va le prendre, on me dit qu'il est avec nous. Karim Tabou, bonsoir, salam alaikum, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci de l'invitation pour l'émission. Merci Karim, merci, je vous remercie beaucoup. Karim, si on revient un peu sur la situation que traverse notre pays ou que vit notre pays,
rien n'a changé, est en train de dire Smaïl Lalmas. La situation, bien sûr, se complique pour les Algériens, mais aussi le contexte que vit notre pays. On parlera bien sûr de l'absence de Tebboune, que beaucoup pensent qu'elle complique encore plus la situation politique, et aussi, si on peut dire, les appels de retour du Hirak. Comment vous lisez donc cette situation politique, Karim Tabou? Est-ce que le régime est en train de concocter quelque chose? On a parlé plusieurs fois de cette feuille de route du régime. Est-ce qu'une feuille de route existe? Est-ce qu'il veut mettre fin au Hirak? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer, le régime? Merci d'avoir ouvert ce débat. Il est vrai que le régime, il a une feuille, mais la route est bouchée. Mais il a une feuille, il a une vision, il a une démarche. Et depuis le début, beaucoup avaient cru que le pouvoir allait facilement accorder des concessions. Mais finalement, tout ce qu'entreprend le pouvoir, c'est pour une même finalité qui est le maintien du pouvoir, le maintien du système. Il est vrai, après un faux dialogue, une fausse élection, une fausse constitution, c'est ce qu'on appelle faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge. On a donné l'impression aux Algériens qu'il y a un processus politique, et qu'il y a du dialogue, et que ce dialogue a abouti à la mise en place d'un processus électoral. Et la finalité est que le système concocte toutes sortes de structures et de dialogues et de démarches pour une même finalité, comme je l'ai dit, le maintien et le maintien toujours. Bien sûr que le pouvoir, il n'a pas cédé sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Depuis 1962, mais nous ne voulons pas compliquer la lecture des événements de la situation aux Algériens, notamment aux jeunes. Nous allons reprendre quelques événements récents. Depuis 91 ou depuis 88, la révolte de 88, le pouvoir, en fait, gère le pays dans une succession de périodes de transition. En fait, on est toujours dans la transition, mais le pouvoir n'a pas cédé sur l'essentiel. C'est-à-dire que c'est lui qui gère la transition. Il n'accepte pas que la transition soit négociée. Il n'accepte pas que des structures autonomes puissent être mandatées par le peuple pour gérer une transition. Il impose ses choix et il essaye donc de ruser avec l'histoire et ruser avec le peuple algérien. Bien sûr qu'il a une projection, il a un plan. Son plan d'abord consiste à mettre en échec la révolte du peuple, le Hirak. Tout ce que le pouvoir entreprend, et certains naïvement croient parfois, par moments, par étapes, dans certains événements qui sont passés, que le pouvoir avait une bonne volonté d'aller de l'avant. Non, le pouvoir veut rester. Et donc, il essaye de trouver toutes les astuces possibles, toutes les manœuvres possibles pour se maintenir et gérer lui-même la transition, quitte à changer d'allié dans la société, quitte à trouver de nouveaux clients, quitte à faire des ravalements de façade, quitte à changer de composition, changer les uns par les autres, mais pour que rien ne change. Et dans cette perspective, je pense que le pouvoir a préparé un processus. D'ailleurs, depuis le début, le pouvoir a insisté, et c'est les paradoxes que la classe politique n'a pas relevés à temps, a insisté sur le respect de la Constitution. Souvenons-nous que le chef d'état-major nous imposait le seul choix, l'unique choix
aucune solution ne peut être envisagée en dehors des solutions constitutionnelles. Alors que tout le monde sait que la Constitution appartient à un chef d'État déchu et que les Algériens n'ont jamais été consultés sur l'élaboration de la Constitution. Après, les partis politiques se sont encombrés dans des analyses, dans des alliances, dans des réunions, et que certains ont même salué le fait que l'armée, que le chef d'état-major leur proposait un plan qui les intègre dans ce processus. Après avoir tenu des élections, tout le monde le sait, dans quelles conditions, avec une fausse instance indépendante, avec d'ailleurs le président même de cette instance électorale et déclare lui-même qu'il a été appelé au téléphone et qu'il a été nommé par le chef d'état-major. Donc ça suffit, c'est clair. De nos jours, cette instance continue encore d'organiser les élections et d'être à la tête de tout le processus électoral. Et bien sûr que le pouvoir a été secoué par le Hirak. D'abord, la situation était complexe, était dans l'impasse. Souvenons-nous toutes les tentatives du pouvoir de trouver une parade à sa propre crise. Souvenons-nous d'un événement unique dans les parlements du monde. Un groupe de députés de la majorité vient cadenasser le Parlement pour empêcher un autre groupe faisant partie du même parti, du même pouvoir. Souvenons-nous de la crise du FLN, comment a été dégommé le secrétaire général et par quel procédé on a désigné le secrétaire général du FLN, étant donné que le FLN est le parti de l'administration, le parti du pouvoir, la machine électorale du pouvoir. Souvenons-nous également du grave scandale de la cocaïne. Jusqu'à présent, nous n'avons rien, nous n'avons pas d'éléments d'information, alors que ce fut un événement qui, dans n'importe quel pays du monde, aurait secoué toutes les instances du pays, qu'elles soient les instances judiciaires ou les instances sécuritaires, etc. Donc après, le Hirak arrive avec un volume important, avec des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue. Le pouvoir a choisi d'utiliser le bouclier de la Constitution et d'observer et le temps de réorganiser sa stratégie, le temps de reprendre ses forces pour tenter tout simplement de mater le Hirak. Tout ce que le pouvoir a entrepris depuis février 2019 consiste à trouver le moyen pour diviser le Hirak, casser le Hirak et trouver le moyen de mener une vraie contre-révolution. Bon, c'est vrai que est-ce qu'il a réussi dans cette démarche, dans cette mission, si on peut dire? Vous avez parlé qu'il arrive, donc qu'il essaie d'imposer son choix. Est-ce qu'il a les moyens, cette fois-ci, d'imposer son choix, de manœuvrer si on met un peu le contexte actuel politique, on est à 2 semaines donc, de cet 2e anniversaire. Votre réponse, Karim Tab? Il y a des risques. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'il a réussi, mais il y a de forts risques qu'il trouve des parades. Et parmi les risques, je suis tenté d'analyser et d'imaginer ce que concocte le pouvoir, en tout cas à travers quelques éléments, quelques indices qui sont portés à la connaissance de l'opinion publique, à travers la presse. Je pense que le pouvoir a pris une décision. La décision étant la suivante: tout faire pour que le Hirak ne revienne pas. D'abord en utilisant les procédés que vous connaissez, les procédés policiers d'interdiction, d'intimidation, d'harcèlement et de violence dans toutes ses formes. Et puis, ça continue le tout sécuritaire, appuyé par le tout judiciaire,
pour empêcher les animateurs, les militants, les jeunes d'avoir une expression libre, pouvant donc relancer, stimuler le retour du Hirak. Il est en train de le faire, mais la démarche politique, elle commence à prendre forme. Elle commence à se dévoiler. Le pouvoir veut donner de la place à certains partis politiques, en disant tout simplement, vous avez été rejetés par le peuple. Le pouvoir parle aux partis politiques. Il leur dit, vous avez été rejetés par le peuple. La seule manière pour vous de vous maintenir, de rester en vie, étant de trouver le moyen de nous arranger. Et certains partis politiques trouvent une opportunité pour se réinclure de nouveau. Ils vont trouver les subterfuges. Vous savez, un parti islamiste connu a commencé à faire, comment dirais-je, la campagne en disant que cette loi électorale est la plus belle loi, comme si le problème en Algérie réside dans les lois et la rédaction des lois. On peut rédiger les plus belles lois du monde. Et d'autres partis politiques également trouvent le moyen d'aller rencontrer cette personne et lui dire, voilà, pourquoi pas ne pas nous engager dans des débats dès lors qu'une partie de la classe politique accepte de discuter la loi électorale, elle est de fait incluse dans la stratégie du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le débat ne se situe pas au niveau de qui va participer aux élections, qui va boycotter les élections. On n'est pas dans ça. On n'est plus dans ça. On est dans une équation toute simple, qui est avec le peuple, qui est avec le Hirak et qui est avec le pouvoir. La question, elle est tranchée. Ceux qui vont être tentés sous n'importe quel prétexte participer dans la stratégie du pouvoir cherchent tout simplement à avoir des dividendes, à trouver des opportunités pour s'acoquiner avec le pouvoir. Et le pouvoir trouve également un terrain préparé, facile, pour chercher une nouvelle représentation. Moi, je présume que le pouvoir ne va pas reprendre la même représentation qui a été utilisé, consommé, qui est usé, qui est resté pendant 20 années, je pense que ces concepts, il va les jeter à la poubelle. Il va trouver de nouveaux mots, de nouveaux concepts, mais qui vont dire la même chose. En fait, une grande partie du FLN et une grande partie du pouvoir va être recyclée dans des listes indépendantes. Ils vont bien sûr chercher à capter au niveau des wilayas de l'intérieur, des jeunes auxquels on va probablement proposer des choses. Les pratiques de corruption continuent de sévir, les pratiques de passe-droit continuent de sévir. Et comme décision politique, il est probable que l'administration elle-même, le pouvoir lui-même, sacrifie quelques partis politiques, notamment le RND, le TEJ et le MPA. Je pense que ces trois partis politiques, ils vont être exécutés par l'administration elle-même en faisant croire à l'opinion publique que voilà, les choses changent. Bien sûr que tout ce personnel de ces partis politiques va être recyclé dans des listes indépendantes et probablement même l'UFLN qui gagnait 200 sièges du temps de Bouteflika, il est probable qu'il gagne une quarantaine ou une cinquantaine et il va être tout proche des partis normaux, des partis d'opposition, auxquels le pouvoir va accorder également un nombre important de sièges. Il va tout simplement arriver à concocter une Assemblée nationale qui donne l'apparence d'une Algérie nouvelle, d'un changement. Mais dans le fond, l'essentiel des équilibres du pouvoir vont rester. Et c'est ça le risque. Et je pense pour... c'est ça le risque, Karim. Je vais vous donner la parole. C'est ça le risque que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé de la stratégie des régimes, donc pour casser le Hirak, pour faire en sorte que le régime continue, mais sous d'autres formes. Maintenant, la responsabilité du Hirak. Et bien sûr, là, je vais donner aussi la parole, professeur Smaïl,
Smaïl Lalmas, la responsabilité du Hirak, Karim. C'est ça que cette jeunesse qui est sortie en millions veut entendre. Quelle est la stratégie? Et là, on parle bien sûr à quelques jours du 16 février à Kharrata. Il y a eu des appels pour sortir en masse. À Kharrata le 16, il y a eu des appels pour sortir en masse. Le 19 à Khanchela, pour aussi sortir en masse. Le 22. Quelle est la stratégie du Hirak? Le premier acte qui doit être accompli est que le peuple doit affirmer sa présence. Le peuple doit dire que je suis là. Toutes les manœuvres que vous avez menées, tous les faux procès qui ont eu lieu, toutes les opérations qui ont été menées, finalement n'ont pas réussi à tromper le peuple. Le peuple, il est là. Si le peuple, par la volonté de tous les Algériens, ce n'est pas seulement la volonté d'un individu ou de quelques individus, c'est la volonté d'un peuple qui va imposer la nécessité de tenir compte du peuple dans la rue, dans l'équation politique. Et si vous avez des millions d'Algériens qui sont dans la rue, nul ne peut ignorer, dans toutes les équations politiques futures, nul ne peut ignorer cette masse, cet élément fondateur, fondamental dans la mise en place de tout processus politique. Et à mon avis, après les mécanismes, ça relève du technique, parce que le plus important, c'est gagner la bataille des rapports de force, faire preuve de présence massive, forte, puissante sur le terrain et imposer tout simplement une autre lecture, parce que finalement, le pouvoir, après avoir organisé les élections, après avoir fait la Constitution, après avoir fait le faux dialogue, après avoir recruté de faux clients, et il aboutit à la même situation. Bien sûr que pratiquement il y a une similitude terrible, hein, une similitude impossible à imaginer. Hein. Les Algériens sont sortis dans la rue, ils étaient en train de dire Makash al-Raïs Kayin Taswera. On n'a pas avancé d'un iota, hein. On est dans la même situation. Donc le peuple peut changer l'équation, peut changer les données. Très bien. Très bien. Reste avec nous, Karim. Très rapidement, peut changer l'équation. Est en train de dire, Karim, tabou. Le plus important, c'est gagner la bataille des rapports de force. Comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Karim qui dit que le pouvoir est en train de mettre en place toute une stratégie, bien sûr, pour que le Hirak ne revienne pas? Et là, on parle bien sûr de 2 semaines qui nous séparent pour la deuxième année du Hirak, depuis le début du Hirak, 22 février 2019. Comment vous voyez-vous, Smaïl Lalmas? Et bien sûr, vous avez appelé aussi vous-même au retour du Hirak, et je pense que ça a été repris par des journaux en Algérie. Lalmas réveille le Hirak, a titré le Provincial. Qu'est-ce que vous en pensez, Smaïl Lalmas? Avant tout, je salue notre ami Karim. Je dois lui dire, son café l'attend toujours. Je l'ai mis de côté. Sans sucre ou avec sucre? والله رانا نديروا له même بالعسل ولا حبه pas de problème. والمزهر très bien. Non, l'Almas ne réveille rien du tout. Premièrement, le Hirak ne s'est pas éteint pour le réveiller. Donc le Hirak, c'est un mouvement de colère, c'est une dynamique. Et la colère qu'on a vue en février 2019 est un cumul depuis des décennies. Hein. Donc c'est un titre, je crois, qui a été lancé à Gdac suite à une intervention dans une émission Salam TV où j'ai dit que, à une question posée, est-ce que vous êtes pour le retour du Hirak? Moi, je vais sortir. Pour la simple raison que je ne crois pas aux demi-révolutions. Il faut terminer notre révolution, il faut y aller jusqu'au bout pour atteindre les objectifs. Sinon, les répercussions, les demi-révolutions, les révolutions inachevées seront beaucoup plus dramatiques pour le pays. Donc, moi, je suis pour une reprise
une reprise des manifestations. On doit occuper la rue. إسماعيل يعني الكلام اللي قالوا كريم يعني quand il y a beaucoup il faut prendre aussi ce qui se passe sur le terrain. Le plus important, c'est gagner, bien sûr, la bataille des rapports de force. Mais comment peut-on gagner cette bataille de rapports de force quand on voit ce qui s'est passé, bien sûr, sur les réseaux, des divisions au sein même du Hirak? Est-ce que vous pensez que les Algériens arriveront à dépasser, bien sûr, les divisions qu'il y avait sur les réseaux, à les dépasser sur le terrain réellement, et pour arriver bien sûr à ce rapport de force, parce que on est face à une difficulté aussi. On parle de conscience politique, mais est-ce que l'opposition, est-ce que l'élite algérienne qui supporte donc le Hirak, cette jeunesse qui est sortie, arrivera donc à essayer d'élaborer quelque chose qui peut unifier les Algériens? Écoutez, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est bien sûr le constat que notre ami Karim a fait, est totalement objectif et réel. Il n'y a pas de souci, sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle d'une nouvelle stratégie du pouvoir. Moi, je vais être un peu plus radical. Moi, je dis que le pouvoir n'est jamais sorti de sa stratégie qui consiste à se maintenir au pouvoir en utilisant tous les mécanismes classiques que nous connaissons pour s'y maintenir. Donc, manipuler les gens, domestiquer les partis, aller utiliser l'argent de la diaspora, de la corruption, etc. Toutes ces manipulations, tous ces outils sont devenus classiques. Donc, c'est les mêmes scénarios qu'on revoit. C'est pour ça que je dis que c'est une stratégie qui n'est pas limitée par le temps pour le pouvoir. C'est une stratégie qu'il actionne constamment pour se maintenir et rester et diriger ce pays. Donc, mais sinon, c'est vrai que aujourd'hui, il faut parler de l'avenir. Il faut parler de l'avenir de cette révolution pacifique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut mettre les mécanismes nécessaires pour aller vers autre chose. Le Hirak d'aujourd'hui, ce n'est plus le même Hirak de février 2019. Là, il faudrait parler d'un Hirak saison 2, si je peux me permettre. Il faudrait revoir les mécanismes, essayer d'adapter les mécanismes avec la réalité d'aujourd'hui. Le pouvoir est dans son rôle. Il est en train d'actionner des manœuvres et mettre en place des actions pour essayer de discréditer les uns et les autres. Il est en train d'essayer de casser toute dynamique allant dans le sens des manifestations, allant dans le sens de la révolution. Donc, il ne faut pas s'étonner, il ne fallait pas s'étonner. Aujourd'hui, c'est vrai que l'élite n'arrive pas à se rencontrer, l'élite n'arrive pas à vraiment se mettre d'accord sur une option, sur une démarche, sur une feuille de route, parce que justement, le pouvoir a réussi à semer la zizanie, à semer les doutes entre les uns et les autres. Moi, je pense qu'il faudrait être un peu plus malin. Il faudrait essayer de comprendre c'est un pouvoir qui ne dort pas. La contre-révolution, c'est une réalité. Quand on parle de contre-révolution, c'est pas juste un mot original ou là, non, c'est une réalité. Et surtout quand on parle d'un régime qui dispose de beaucoup de moyens, qui dispose de beaucoup d'outils, qui dispose de beaucoup de relais pour justement casser toute forme de révolution. Donc là, le simple citoyen que je suis, à un certain moment, je me dis, OK, moi, je dois retourner dans la rue. Je dois essayer de développer le rapport de force. Mais, en même temps, ce retour des manifestations doit être accompagné par une feuille de route qui va nous permettre de rassurer les populations. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne dans le même piège. Quand vous dites, Ismaël, quand vous dites le départ du régime, il faudrait, c'est Nassar, et pour aller vers le fond il faudrait accompagner le retour tel Hirak avec une feuille de route qui va permettre de montrer au peuple le départ du régime sera accompagné d'une passerelle. Une passerelle qui va nous permettre d'aller vers la construction d'un état de droit avec un dispositif bien clair, avec des outils bien clairs, avec une démarche bien identifiée, pour ne pas faire peur aux citoyens, parce que OK, là comme tu as droit à l'Hirak, comme tu as droit au régime, etc. Mais comment on va sécuriser notre action? Comment on va alimenter le Hirak ou les manifestations? Est-ce qu'il est temps de réfléchir ensemble pour mettre en place une feuille de route
pour montrer et rassurer la population sur l'avenir de cette manifestation, de cette révolution, où là, on sort d'abord et on va aller vers la mise en place d'une feuille de route. Donc, il faudrait donner des explications au peuple pour le rassurer. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est temps. Bon, il est nécessaire de retourner dans la rue. Les manifestations doivent, à mon avis, revenir le 16 février. Tout le monde parle du 16 février, mais à la deuxième année, tel Hirak pour Kharata. Il y a des gens qui m'ont invité, qui m'ont appelé pour aller le 16. Il y a le 19 pour le vendredi. On parle du 21 pour l'immigration. On parle le 22 pour la manif nationale. Donc, il y a des dates qui ont été déjà définies définies pour le retour d'Al Hirak. Mais maintenant, je lance un appel à tous les activistes, à toutes les personnalités de la révolution, à tous ceux qui sont animés de bonne volonté pour essayer de faire un travail ensemble, un travail en commun pour mettre en place une feuille de route qui va clarifier notre démarche, ou là la démarche t'as les activistes pour une révolution bien structurée avec des étapes bien claires, bien définies pour réussir notre action. Très bien. Reste avec nous, Smaïl Almas. On va donner la parole à Cherif Lounès. Je m'excuse. Cherif Lounès, sur le rôle de la diaspora. Il y a eu des appels, bien sûr, du retour du Hirak, une grande manifestation. On appelle une grande manifestation le 21 février, donc qui coïncide un dimanche avec la deuxième année du Hirak. Vous avez entendu Smaïl Almas, vous avez entendu Karim Tabou. Qu'est-ce que vous avez à dire, Cherif Lounès, face à une situation que vit notre peuple et cette demande de retour du Hirak? Pour moi, cette situation n'est pas irrévocable. Il ne faut pas tomber dans le fatalisme. Il y a toujours de l'espoir parce qu'on a vu cette jeunesse émerger et exploser durant une année. Après, ça a été bloqué à cause de l'épidémie du Covid. Du corona. Mais elle a surpris le monde entier. Et le monde entier a découvert que depuis 1962, en Algérie, le pouvoir, il est militaro-policier. Et quand vous avez parlé de Tebboune n'a aucun rôle. C'est un homme imposé. Il n'a aucun pouvoir. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, peut-être qu'il est empêché de manière suite à une maladie. En principe, quelqu'un qui est longuement malade comme ça, il doit être remplacé, suppléé, etc., dans un régime démocratique. Mais nous ne sommes pas, mais malheureusement, l'Algérie est complètement noyée dans une lutte de clans, parce que vous avez parlé de Gaïd Salah qui a pris la suite après Bouteflika. On a eu quand même pendant quelques années un président impotent dans un fauteuil roulant, et ce régime, avec cette image, a été humilié dans le monde entier, dans le monde arabo-musulman et ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant cette faillite qui a discrédité ce pouvoir. Ce pouvoir, quand vous voyez, par exemple, qu'un député de l'Assemblée populaire refuse un poste de ministre dans ce gouvernement fantoche pour rester, pour préserver la nationalité française. Mais là, c'est terrible, c'est l'échec de la révolution. Mais heureusement, quand même, dans ce pays, il y a des gens qui sont, même s'ils sont impliqués dans les institutions de l'Algérie, qui sont des vrais patriotes, des braves gens, que ce soit des diplomates ou des grands fonctionnaires, mais qui sont prêts qui attendent que cette Algérie retrouve le droit, la justice, la liberté, qui sont d'une importance capitale, et pour pouvoir, faire en sorte que ce pays puisse évoluer vers la modernité et ne plus être aux mains d'un pouvoir qui est sclérosé, qui est figé dans le temps. Ils sont encore dans les années 60. C'est terrible. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus de frontières avec les nouvelles technologies, avec la modernité, avec l'évolution, avec l'innovation. Mais cette innovation, qui c'est qui peut l'amener? C'est cette jeunesse, c'est ce Hirak. Moi, je crois au Hirak. Je pense qu'il va revenir. Parce qu'ici en France, la diaspora, elle espère que ce pays va s'ouvrir à la démocratie et à la liberté grâce à cette mobilisation. Parce que cette mobilisation, si elle a été stoppée par cette épidémie, elle est toujours là, elle est vivante. Parce qu'on a vu aussi se dessiner, pas que nous qui l'avons vu, le monde entier l'a vu. Ici en France, l'opinion publique a été frappée de voir des jeunes manifestants
qui avaient de la réflexion. Parce qu'il y avait quelques interviews qui sont passées ici, de l'autre côté de la Méditerranée. On a pu voir cette jeunesse s'exprimer. Elle s'exprime dans un français impeccable. Alors qu'il y a eu cette arabisation. Et on a vu aussi une fraternité, parce que les gens étaient solidaires, ils nettoyaient les rues, ils ne cassaient rien, ils ne détruisaient rien. Ils aspiraient à une vie meilleure. Quand je dis ils aspirent toujours à une vie meilleure. Alors, ces prestigieux talents, parce qu'ils existent, ils sont là, malgré qu'ils soient étouffés. Cette jeunesse, grâce à Internet peut-être, s'instruit, se développe. On a vu des hommes et des femmes qui ont fait honneur au personnalisme algérien. Donc moi, je pense que le FLN, tôt ou tard, sera rejeté parce qu'il faut le mettre maintenant dans l'histoire. Il faut le mettre, comme on l'a dit plusieurs fois, au musée. De même que les partis politiques qui se sont compromis avec ce régime, ils n'ont pas de légitimité. Donc il faut se retirer et laisser arriver cette nouvelle génération. Et nous, anciens, mais Chérif Lounès, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Chérif Lounès, oui. Quand il parle, professeur Smaïl Almas, il parle de rassurer le peuple algérien, rassurer le Hirak, et qu'il fallait mettre en place une passerelle pour que les Algériens soient rassurés s'il n'y a pas une période de transition ou s'il y a changement pour le meilleur. Comment peut-on rassurer les Algériens? Parce que c'est des questions que les Algériens se posent aussi. Ils disent qu'il y a aussi un problème d'organisation, de structure au niveau du Hirak, au sein du Hirak. Vous avez parlé de cette maturité, de cette conscience politique qui a bien sûr ébloui le monde entier. Mais aussi, il y a des soucis. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, Chérif Lounès. Moi, je pense que ce pays, et les gens doivent être convaincus de ça. Il y a des ressources extraordinaires. Et ressources humaines, bien sûr. Ressources aussi, parce que le pays est immensément riche. L'Algérie, quand elle sera libre, elle va se développer. Ce sera un des pays les plus modernes qui va subvenir à sa population et même au-delà. Le problème que moi je trouve aujourd'hui, c'est que ce pouvoir va être tôt ou tard, ça prend du temps, mais être obligé d'écouter les aspirations des Algériens, parce qu'on ne construit pas un pays sans son peuple. Le peuple, il doit avoir sa présence. Et cette ère nouvelle, elle est là. L'intérêt supérieur du pays, l'intérêt général, et nous avons une orientation parce qu'on avait vu que ces jeunes voulaient un pouvoir civil, pas d'armée, pas de religieux, pas de policiers. Et je pense que l'Algérie peut devenir un exemple pour le monde arabo-musulman, le bassin méditerranéen, pour l'Europe, et avec lequel il faut être en coopération, en relation. C'est ce qu'ils attendent ici, les Algériens en France et dans l'Europe, c'est qu'il puisse y avoir cette coopération et que ce pouvoir leur permette de pouvoir collaborer et aussi apporter leur propre contribution à l'avenir de ce pays qui ne peut être que dans l'intérêt des citoyens algériens. Et moi, je suis vraiment convaincu, je le redis, il ne faut pas être fataliste, il y a de l'espoir. Et cette jeunesse-là, tôt ou tard, elle accédera à la direction du pays et elle apportera un son nouveau. Et moi, j'aspire à cette modernité grâce à l'innovation que portera cette jeunesse. Merci à vous, Chérif Lounès. Très rapidement, Maître Belkacem Naït Saleh, est-ce que vous êtes optimiste? Ces appels, est-ce que le Hirak est de retour et bien sûr, on a eu les appels pour la reprise de Hirak. Est-ce qu'il est, donc le retour du Hirak est-il imminent? Est-ce que vous avez de l'espoir pour qu'il y ait un changement positif dans notre pays, comme ça a été demandé donc par les Algériens? Tout d'abord, il faut être clair. Les causes de la révolte populaire, elles sont là. Elles n'ont pas été traitées. La crise politique n'a jamais été traitée. Le pouvoir a voulu faire un peu pour construire et déconstruire l'idée du Hirak, en se basant sur un certain pragmatisme, en essayant d'apporter des retouches et un changement superficiel. Alors que le malheur de l'Algérie, il est plus profond. L'Algérie, le peuple a demandé
une rupture. Maintenant, il y a temps. Qui portera la responsabilité de notre échec? Là, je dirais que personne ne veut présenter de solution. On essaie de rentrer dans les sentiers battus pour ne pas essayer de poser la vraie question. Quel sera le prix du changement? Le prix à accorder au changement. Sans cette question-là, sinon, le Hirak, qui est une bénédiction pour le pays, ne peut pas être éteint. Et le pouvoir n'a pas de solution. Il faut insister sur la question. Le pouvoir réel n'a pas de solution au problème de l'Algérie. On est toujours en train, comme dans la situation du chef on est en train de tourner en rond, on essaie de ratisser ici, de repartir là. Mais la question du changement et de la rupture n'est pas posée et personne n'accorde. Moi, quand j'entends, avec tout le respect que je dois à Karim Tabou, quand il parle de stratégie, le pouvoir n'a pas de stratégie. Il avait une certaine manière de faire. La stratégie, parce qu'il n'a pas voulu traiter les problèmes de fond qui est la crise politique, qui dure depuis le 5 juillet 62, où on a exclu le peuple élément fondateur de cet État. Mais toujours est-il que nous sommes en train de tourner au rang. Moi, je dirais que le problème aussi pour le Hirak, il faut être aussi pragmatique et sortir de cette démagogie. Le Hirak a un problème fondamental qu'il arrivera à surmonter, je suis convaincu, qui est le problème de clivage. Or, la question centrale et fondateur, que deviendra l'Algérie si nous perdons dans cette situation? Moi, je dirais, comme mon ami l'Almas l'a dit, la crise politique va mettre tout le monde sur le carreau. Tout le monde, je vous dis tout le monde. Et là, les conséquences vont être très graves et incalculables. Il y aura un prix à payer. Pour le changement, il y aura un prix à payer. C'est pour cette raison, nous appelons, en faisant acte de pragmatisme, nous appelons de notre vœu qu'il y ait un partage du pouvoir. Très bien. Merci à vous, Maître Belkacem Naït Saleh. Très rapidement, je vais finir avec Smaïl Almas. Est-ce qu'il est avec nous? Karim Tabou, il est avec nous, Karim Tabou. Très rapidement, donc, Smaïl Almas, je vous donne une minute, chacun, vous et Karim Tabou. Vous avez entendu ce qu'a dit Maître Belkacem Naït Saleh. Est-ce que donc, le Hirak dépassera ces clivages? Et bien sûr, sachant que notre pays court des enjeux très, si je peux dire, ou des risques très, très difficiles face à la situation que nous vivons. Très rapidement, une minute, Smaïl Almas. Écoutez, moi je vais être bref. L'Algérie a besoin de nous. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. C'est maintenant qu'il faut se montrer vraiment nationaliste et patriote. C'est maintenant qu'on doit s'unir pour essayer de trouver des solutions à cette situation dramatique que traverse le pays. Nous devons se réunir, nous devons se rassembler, nous devons faire front uni et unique pour justement faire face à cette férocité. Tu as un pouvoir qui ne lésine pas devant aucun moyen pour rester et se maintenir là où il est. Donc, moi, j'appelle encore une fois à toute l'élite nationale, j'appelle encore une fois à tous les animateurs d'Al Hirak, j'appelle encore une fois nos étudiants, nos jeunes, etc., pour comprendre une fois pour toutes l'avenir de notre pays entre nos mains. Là, c'est bien beau de parler du pouvoir, avec Safina, il nous fait, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait rien. Donc, c'est bien beau de parler des exploitants, le pouvoir. C'est bien beau de parler de cette gymnastique. Tu as le pouvoir pour casser tout élan révolutionnaire, tout élan de changement, etc. Mais de l'autre côté, il faut voir ce que nous, on est en train de faire. Donc, je pense que, arrêtons, il faut y aller vers un travail en commun. Il faut y aller vers un travail en commun qui va pouvoir mobiliser le maximum de personnes, le maximum de citoyens pour justement aller vers le rapport de force qui est nécessaire pour contrer la férocité d'un pouvoir qui ne va pas reculer pour se maintenir et pour garder les rênes du pays. Très bien. Je vais donner le mot de la fin, donc Karim Tabou. Karim, il faut faire un travail en commun. Il est en train de dire, professeur Smaïl Almas, quel est donc comment vous voyez les choses se développer face à ces demandes donc de reprise du Hirak?
Très rapidement, Karim, on est pressé par le temps. Pour moi, il faut faire confiance à la jeunesse algérienne. Il faut rester pacifique. Il faut rester dans le cadre de l'unité nationale, de l'unité du peuple algérien, se garder de tout excès. Et je pense faire confiance à ce génie populaire serait la meilleure façon. Et surtout éviter de se placer au-dessus du Hirak. Je pense que le Hirak, c'est le peuple algérien. Ce n'est ni Karim Tabou, ni une autre personne. Le Hirak, c'est le peuple algérien. C'est la volonté de ce peuple qui va changer les choses. Très bien. Yatik Saha, Karim. Merci à vous. Merci donc à tous mes invités. Merci à professeur Ismaïl Almas, économiste, analyste politique, qui était avec nous depuis Alger. Et Yatik Saha, les gars, toute l'émission. Merci beaucoup, alors que vous m'avez dit que vous étiez très fatigué. Allah yabarak fik. Merci à Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui était avec nous depuis Alger. Merci à M. Abdelkasim Naïd Salah, avocat, militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Oran. Merci à Sherif Lounès, universitaire, acteur associatif, qui était avec nous depuis la France. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Cheikh Ali Belhadj. Il sera, on me dit, dans l'émission de notre confrère Athman Sabeg Fil Omr, qui suivra cette émission. Ya'tikum saha wa ala khair.